Boker Tov à nouveau sur les ondes de studiokalita.com. Il est 8h34, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche 7 mai 2017. Une revue de la presse et des médias que nous allons débuter en évoquant ce qui fait la une de tous les quotidiens israéliens et des sites d'information en Israël. Ce matin, c'est sans conteste le second tour des présidentielles en France qui arrive en tête avec le face-à-face, comme le titre le Yediot Aharonot, entre Emmanuel Macron et la candidate du FN Marine Le Pen. Les Français doivent choisir Macron ou Le Pen, titre le Yediot, et en sous-titre le journal indique que la Russie serait responsable du grand piratage des ordinateurs de l'état-major d'Emmanuel Macron. Le site Ynet titre ce matin le combat en France d'un côté Poutine et Trump, sous-entendu qui s'identifie avec Marine Le Pen, et de l'autre Merkel et Obama qui soutiennent Emmanuel Macron. Ben-Dror Yemini, le célèbre éditorialiste du Yediot Aharonot, titre ce matin son éditorial entre racisme et stabilité et d'écrire « Nul besoin que Marine Le Pen l'emporte aujourd'hui pour comprendre que la France, comme l'ensemble de l'Europe, est au cœur d'un changement préoccupant. De facto, l'extrême droite très extrémiste devient une partie importante de la politique française et même si Marine Le Pen perd, comme le prédisent les sondages, elle n'en demeurera pas moins la candidate la plus en vue aux prochaines présidentielles dans 5 ans. Et cela est particulièrement inquiétant, écrit Ben-Dror Yemini. Nadav Eyal, lui aussi, écrit dans un éditorial intitulé « Le pari de Poutine ». Si Macron est élu, alors il aura réussi à voir dresser contre lui en Europe un front anti qui aura pour ambition de se venger. Et il ne faut pas se faire de soucis, Poutine aura d'autres occasions car les démocraties remplacent leur leader dans l'urne, tandis qu'en Russie, eh bien, c'est toujours Poutine qui remplace Poutine. Dans le Israël Hayom, Caroline Delage, une journaliste française, parle ce matin dans son éditorial de choix historique en ce jour où la République française élit le 8e président de la 5e République. Mais au lieu de se rendre aux urnes avec un sentiment d'élévation, les Français s'y rendront aujourd'hui avec beaucoup d'amertume dans le cœur, car la France qui se révèle à l'issue de cette campagne électorale est une France divisée, clivée, déchirée et particulièrement excédé et énervé, peut-être parce qu'on comprend en France qu'il ne s'agit pas seulement d'une confrontation entre Macron et Le Pen, mais de l'avenir même de la France. C'est de ce dont il s'agit, selon Caroline Delage. Second grand titre dans la presse israélienne de ce matin, la visite de Donald Trump en Israël. Les médias et les journaux israéliens commencent à nous fournir des détails du programme de cette visite présidentielle. Selon le Yediot Aharonot, Donald Trump devrait se rendre probablement le lundi 22 mai au Kotel Amaravi, au mur occidental. Il dormira ce soir-là à l'hôtel King David à Jérusalem. Donald Trump devrait également se rendre à Bethléem pour y rencontrer Mahmoud Abbas. Les journaux indiquent que des milliers de policiers assurant la protection de la délégation américaine, une très importante délégation, puisqu'elle devrait compter environ 1 millier de personnes pour les forces de sécurité et les organisateurs de cette visite. L'arrivée de Donald Trump à Jérusalem est un véritable casse-tête sécuritaire puisqu'elle intervient à la veille des festivités du 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem, alors que depuis de longs mois on attend en ces journées précises dans la capitale des dizaines, voire même plus de 100 000 visiteurs en plus. La finale de la Coupe d'Israël doit également acheminer quelques 30 000 personnes le soir même donc de cette visite de Donald Trump en Israël. C'est dire si les forces de sécurité seront durant cette semaine sur le qui-vive pour éviter tout débordement et afin que cette visite se déroule dans le calme le plus total. En attendant la visite de Donald Trump en Israël, eh bien, les quotidiens israéliens, les journaux, les sites d'information et Reshet Bet, la radio israélienne, parlent ce matin de la visite officielle du nouveau président allemand, Franz-Walter Steinmeier, en Israël. Les journaux nous montrent le président allemand qui, peu après son arrivée hier soir en Israël, est allé boire une bière en compagnie du président de l'État, Reuven Rivlin, dans l'un des bars du marché très pittoresque de Machane Yehuda à Jérusalem. Ce matin, le président allemand prend son petit déjeuner avec l'écrivain israélien David Grossman, mais il ne rencontrera pas les représentants de Shovrim Shtika, Breaking the Silence, à la suite de l'ultimatum posé par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. On se souvient que cet ultimatum avait provoqué une mini-crise diplomatique la semaine dernière
entre Israël et l'Allemagne, après que le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, ait refusé de se plier aux exigences de la diplomatie israélienne et ait accepté de rencontrer les représentants de Shovrim Shtika. Par contre, le président allemand devrait se rendre au mémorial du Yad Vashem et il déposera une gerbe sur la tombe de Shimon Peres au mont Herzl. Ce soir, il devrait dîner à la résidence du Premier ministre avec Binyamin Netanyahou et son épouse. Quatrième titre de la presse israélienne de ce matin, titre important également, la nomination d'Ismaël Haniyeh à la tête du Hamas. Le site d'info Walla mentionne ce titre en une et souligne qu'Haniyeh, représentant des Palestiniens de Gaza, reprend le leadership du mouvement terroriste. Les quotidiens et les sites d'information annoncent l'élection d'Ismaël Haniyeh à la direction du mouvement intégriste en soulignant qu'il l'a emporté sur Moussa Abou Marzouk, l'un des leaders du mouvement, et il est ainsi devenu le successeur de Khaled Mashal qui a dirigé le Hamas pendant près de 2 décennies. Une nomination qui n'a surpris personne mais qui pourrait avoir des répercussions sur la vie de nombreux Palestiniens et en fait même de l'ensemble de l'autorité palestinienne. En effet, après 21 ans au cours desquels les dirigeants du mouvement terroriste ont reçu leurs ordres d'Amman, puis de Damas ou de Doha, eh bien, le centre de gravité de la direction du Hamas revient à Gaza. Ismaël Haniyeh, rappelle les quotidiens israéliens ce matin, est né dans le camp de réfugiés de Shati, dans la bande de Gaza, où il vit encore aujourd'hui. Il a été par 3 fois emprisonné dans les prisons israéliennes et en 1992, il a été expulsé par le gouvernement Rabin au Liban. En 2003, il a échappé de justesse à un bombardement israélien. En 2006, il est devenu le premier ministre de l'autorité palestinienne, mais il a été limogé un an plus tard par Mahmoud Abbas à la suite du putsch organisé par le Hamas dans la bande de Gaza. Voilà donc pour ce titre important. Sachez également que tous les quotidiens israéliens rendent ce matin un hommage appuyé au rabbin Benny Elon qui est décédé vendredi matin à l'âge de 62 ans des suites d'une longue et douloureuse maladie. Benny Elon, qui était député du parti Moledet, fut ministre du tourisme dans les 2 gouvernements d'Ariel Sharon. Il fut limogé face à son opposition au retrait du Gush Katif en 2004. Benny Elon était un homme particulièrement discret et de nombreux hommes politiques ont souligné au cours des derniers jours son action politique et son humilité. D'autres titres dans la presse israélienne avant de passer au survol des articles et des suppléments du Shabbat. En page 14 du Yediot Aharonot, le journal nous rappelle qu'en juillet prochain, eh bien, on célébrera le 70e anniversaire de l'épopée de l'Exodus, une épopée qui conduisit près de 4000 rescapés des camps de la mort de Seth en France aux côtes israéliennes avant de repartir en France puis en Allemagne. Et le journal révèle que quelques-uns des enfants qui firent cette traversée il y a 70 ans participeront en juillet prochain à un remake de ce périple qui durera 40 heures et qui se déroulera à bord d'un bateau israélien. Comme je vous le disais il y a quelques instants, nous allons survoler les suppléments israéliens de ce Shabbat avec, en commençant, le Yediot Aharonot qui, dans son supplément, publie les meilleures pages du dernier livre de l'écrivain Amos Oz, La paix des fanatiques. Dans cet ouvrage, qui est une sorte de profession de foi et que l'on peut diviser en 3 parties, Amos Oz étudie en profondeur 3 relations dans la société israélienne. Les Israéliens et ce que l'on pourrait appeler les zélotes ou les fanatiques religieux et nationalistes, les Israéliens et leur judaïsme, et les Israéliens et les Palestiniens. Et Amos Oz s'insurge contre ce qu'il appelle la haine de l'autre qui guide souvent les fanatiques israéliens. Le supplément du Yediot Aharonot publie également une interview de Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen et l'homme fort du Front National, une interview que nous ne détaillerons pas aujourd'hui, naturellement en raison de ces élections. Et puis, toujours dans le Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini, dont nous parlions tout à l'heure et qui est considéré comme l'un des journalistes les plus populaires en Israël, se penche sur la rencontre entre Trump et Mahmoud Abbas de la semaine dernière, mais s'intéresse également à certains organismes de gauche en Israël qui œuvrent en faveur de la réconciliation entre juifs et arabes. Selon lui, ces organismes sont peut-être naïfs, mais, écrit-il, nous devrions aspirer à un peu plus de naïveté de ce type. Pour lui, entre les obscurantismes qui distillent la haine et les naïfs qui appellent à la réconciliation, eh bien, il opte sans hésiter pour les seconds.
Dans son supplément du Shabbat, le Makor Rishon, sous la plume d'Amnon Lord, explique comment une partie de l'élite intellectuelle juive américaine proche des démocrates est en train de se couper peu à peu de la réalité israélienne à force de ne consulter l'actualité israélienne qu'à travers le prisme du Haaretz en anglais et du New York Times. Amnon Lord relate par exemple que certains de ces intellectuels de gauche américains sont persuadés aujourd'hui encore, que Tzipi Livni est prête à conquérir le pouvoir après Binyamin Netanyahou. Ils sont tellement décalés qu'ils ne comprennent pas que Tzipi Livni, c'est déjà le passé. Fin de citation. Dans une autre partie de ce supplément de Shabbat, le Makor Rishon, sous la plume d'Ariel Shenval, dresse un portrait très intéressant de Rémi Pérez, le fils de Shimon Pérez, et l'interroge dans l'enceinte du Centre Pérez pour la paix à Yafo. Au travers de cette conversation, on découvre que Rémi Pérez est favorable à la construction dans les blocs d'implantation en Judée et en Samarie, mais, dit-il, il reste fidèle au processus d'Oslo. On découvre également qu'il ne croit pas au mirage, mais qu'il espère assister à la révolution de la haute technologie dans le monde arabo-musulman. Rémi Pérez se déclare également persuadé que l'héritage de son père en Israël sera immense parce qu'il a toujours su, dit-il, mettre de côté le présent pour se projeter dans l'avenir. Enfin, ce supplément, le supplément Diokan du Makor Rishon, nous conduit en cette fin de semaine du Yom HaAtzmaut vers les Jeux auxquels jouaient les enfants du Yishuv en Eretz Israël il y a plus de 70 ans, et plus particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Seconde Guerre mondiale ravageait l'Europe. Gadi Kfir, un sculpteur israélien qui s'est passionné pour ce sujet, explique par exemple qu'un jeu joué par les enfants durant la Seconde Guerre mondiale en Eretz Israël s'appelait 6 soldats en route vers la victoire. Ce jeu se jouait sur 6 pays différents dans la Palestine mandataire. Kfir relate qu'à cette époque, de nombreux membres du Yishuv voulaient s'enrôler dans l'armée britannique, mais les Britanniques, qui occupaient donc, vous le savez, la Palestine, craignaient qu'après les avoir formés au maniement des armes, eh bien, ces soldats juifs s'en serviraient pour s'en prendre ensuite aux Arabes. Et ce jeu évoque en toile de fond cet état de fait. Autre jeu, le Monopoly dans sa version Yishuv, où l'on pouvait acheter des terrains puis des maisons à Tel Aviv, Beersheva, Jérusalem, mais aussi à Naplouse et à Jenin. Le Israël Hayom lui consacre un article passionnant aux dernières découvertes en cardiologie en Israël, et ce à l'occasion d'un grand congrès international de cardiologie qui s'est tenu à Tel Aviv la semaine dernière. À cette occasion, le professeur Barbara Kassadai, qui préside l'Union internationale des cardiologues, affirme que l'État d'Israël se situe à la pointe des découvertes en matière de cardiologie. On peut parler d'Israël, dit-elle, comme d'un pays leader au monde en cardiologie et en découverte de nouveaux traitements et de nouvelles technologies. La contribution des chercheurs israéliens nous est précieuse, affirme-t-elle donc dans le Israël Hayom de ce Shabbat. Et puis toujours dans le Israël Hayom, on nous annonce la fermeture définitive du célèbre restaurant tel-avivien Raphaël. Au début des années 2000, Raphaël fut considéré comme le meilleur restaurant d'Israël, un restaurant de viande dirigé par le chef Raphaël Cohen, où tout le wouzou israélien se pressait. Au cours des dernières années, le restaurant a traversé une crise financière particulièrement sérieuse qui a donc finalement conduit à sa fermeture. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et nous vous retrouvons dans quelques instants pour la présentation de l'éditorial de la journée qui vous sera présenté par Michel Nakache, ancien président des éclaireurs israélites de France et actuellement membre du board de Kalita, qui nous parlera de cette journée particulière.